OK, alors bonjour Jean-Luc. Bonjour, Pierre. OK, là je vais regarder sur YouTube. Pas grave si ça fait un petit peu d'interférence dans l'enregistrement. Bon, ça, l'enregistrement est démarré. Je vais juste vérifier. Je m'en sers beaucoup moins qu'avant, hein, parce que Mhm. c'est Jean-Claude qui fait beaucoup d'émissions. OK, qu'est-ce qu'on a comme sujet aujourd'hui? Il y a quelques mois, j'ai parlé avec une personne, à moins que toi, tu avais déjà soigné un sujet. OK, Aucun sujet, non. d'accord. J'ai parlé avec une personne il y a quelques mois, puis elle m'a dit, il n'y a pas moyen de, en ce qui regarde le supramental, la découverte du soi, la recherche de la personne, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de systématique? Puis je lui ai répondu, j'ai dit, c'est pas possible, parce qu'on est tous différents. Mais Mhm. aujourd'hui, je reviens, je conteste la chose que je lui ai dit, puis c'est ça que je voulais te demander. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir qu'il y a des éléments qui reviennent très souvent, que les gens ont des difficultés avec? J'en ai noté quelques-uns, mais je peux te laisser démarrer. J'ai noté, par exemple, la comparaison avec les autres. J'ai noté aussi le doute, l'incapacité de se former une opinion. Alors, si tu peux choisir dans ceux-là, tu peux arriver avec ta propre version. Ça va dépendre de l'énergie. Comparaison, le doute et l'opinion personnelle. Oui, l'incapacité de se former une opinion par soi-même. Toujours référer à ce qu'on peut Ouais. vérifier dans la société ou dans les courants de pensée à l'extérieur de soi. Mhm. Et il y en a un certain nombre qui reviennent assez souvent. Et l'objectif, ça serait de trouver un moyen systématique pour sortir ces phénomènes de comparaison, ces phénomènes de doute. Pourquoi, Oui. c'est ça, arriver à sortir quelque chose de là-dedans. Oui, C'est ça. oui, parce que les gens qui prennent contact, même avec une psychologie qui est très mécanique, comme la psychologie conventionnelle, ou que ce soit la spiritualité, ou que ce soit le supramental, les gens, autrement dit, les éléments qui bloquent beaucoup la vie d'une personne sont assez semblables. Je ne veux pas dire qu'ils sont uniques. Probablement que si on voulait faire une liste, la liste irait peut-être à l'infini, parce que l'être Mhm. humain évolue tout le temps. Mais on a peut-être des choses de base qui correspondent à notre temps, par exemple. C'est pour ça que j'ai sorti quelques éléments, entre autres comme Mhm. le doute, la comparaison, toujours le besoin de se comparer aux autres pour, d'une certaine façon, essayer de se définir. On se dit, si j'ai la voiture plus grosse que lui ou moins grosse que lui, pour certaines personnes, c'est révélateur. La grosseur de la maison, la grosseur de l'automobile. Dans d'autres cas, pour d'autres personnes, ça va être des formations. Ah, je suis gradué en psychologie quantique. Je suis Mhm. gradué en méditation X. Donc, un Donc, besoin. les gens qui posent ce genre de questions voudraient trouver au niveau du supramental un moyen de se sortir de ce système-là. De bien les identifier ou qu'on puisse, comment je dirais ça? Que eux puissent bien s'identifier, c'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'on puisse, Avoir. qu'on puisse les décortiquer pour ces gens-là. Autrement dit, qu'est-ce qui place souvent les gens dans une situation de comparaison? Puis pourquoi ils ont de la difficulté à se sortir de ce réflexe égoïque-là? Alors, la chose a priori qui vient en premier, c'est l'inconscient collectif. On est tous issus de même inconscient collectif, donc de même troupeau, d'une même source, que ce soit les individus qui étaient morts auparavant et qui sont vivants maintenant. Et on est tous en train de vivre le même mécanisme de survie, que ce soit l'alimentation, que ce soit la respiration, que ce soit la copulation et tout ce qu'on veut. Et donc, on part tous du même tas, en gros, du même troupeau. Et donc, l'individu qui veut se sortir de là va essayer de le faire d'une manière, euh, disons, euh,
je dirais maladroite, parce qu'il va toujours chercher à replonger dans un système collectif pour se trouver une identification. Or, l'identification, c'est justement de se sortir du système collectif. C'est pas partir tout seul dans une montagne et être dans une caverne, c'est trouver le mécanisme qui nous fait nous identifier à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'on a des pensées. Il faut savoir pourquoi on a ce genre de pensée, de comparaison, ou pourquoi on a du doute. Qu'est-ce que c'est qu'on craint? Donc, il y a tout un tas de petites questions qu'il faut se poser, mais il faut commencer à se poser par soi-même des questions personnelles, des questions dans sa tête, et non pas une projection extérieure. C'est plus une projection intérieure qu'il faut mener. Et quand on s'aperçoit que on est harcelé par diverses bulles, que ce soit les bulles astrales qui viennent se coller à nous, clac, en nous envoyant une idée, un rêve, ou alors que ce soit d'autres bulles de mémoire, avec les mémoires de ce qu'on était auparavant, de ce qu'on a envie de faire, que ce soit des bulles d'un plan du désir qui vont nous coller en nous propulsant vers l'envie, vers la pulsion, il faut bien identifier dans quel plan on va aller se trouver. Parce que chaque fois qu'on a ce genre d'intervention, et chaque fois qu'on a ce genre, pas d'intuition, mais de, de sensation, c'est qu'on vient de rentrer dans un plan particulier. Et quand on parle même de situation ou d'intuition, c'est par exemple le plan intuitif. Si vous connectez avec le plan intuitif, vous allez avoir une intuition, vous allez avoir une idée de projection de quelque chose, ou d'aller dans telle direction, ou de connaître un petit peu une petite bribe d'avenir, ou une petite bribe d'avenir pour soi ou pour quelqu'un qui vient d'interférer avec vous. Et c'est ce qui est important, c'est pas de se laisser aller dans un système de ah, ça y est, je suis médium, j'ai trouvé des choses. Ou ouais, j'ai des rêves, c'est super. Ou je me sens aller dans une pulsion de quelque chose. Non, c'est savoir différencier le plan qui vient de se choquer avec vous. Et ça, dès que vous commencez à l'identifier, vous n'aurez plus de notion de crainte ou de notion de comparaison, où vous aurez votre propre opinion, parce que vous saurez que si, par exemple, vous avez une idée quelconque, elle vient de tel plan, ou de tel plan, ou de tel plan. Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir se situer. Et on va pouvoir être sûr de ce qu'on dit, sûr de ce qu'on fait. Parce que ce qu'il faut être fondamentalement, c'est savoir où on est et qu'est-ce qu'on fait à tout instant. C'est pas que ça prenne la tête, mais ça permet de savoir, de définir. Par exemple, si vous allez au lit, c'est normal que vous soyez branché sur un plan astral pour dormir. Si vous allez dans un plan de désir dans un magasin et que vous voulez acheter des choses, c'est normal que vous ayez un petit peu de désir, un petit peu d'envie, un petit peu de manger. Si vous êtes dans un plan vital, c'est plus intéressant de regarder la nature, de renifler les fleurs et de manger des fruits. Euh, il faut s'adapter en fonction de ce que vous êtes. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais ça demande sans arrêt d'étudier ce qui vous arrive, d'étudier ce qui vient vous entrechoquer. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que moi je vois les choses. C'est comme ça que je le fais. C'est comme ça que je suis habituellement. Et ça me permet de pas avoir de comparaison, qu'il y ait qu'il y ait des gens qui soient plus ou moins que moi. Ben, c'est leur problème, c'est pas le bien. Moi, je fais mon travail. Et puis, voilà, que j'ai du doute sur le fait que ce que je fasse bien, que je fais pas bien, c'est pas mon problème non plus. Il faut que j'arrive à savoir que je, je m'améliore, je m'améliore. Je sens de plus en plus quelques plans. Je sens en plus, de plus en plus les plans que viennent traverser les autres. Et donc, euh, vous êtes plus à l'aise avec les gens que vous rencontrez. Donc, si je comprends bien, là, ça prend une certaine spontanéité.
Ouais, ça prend une lucidité, ça prend un discernement, savoir discerner où on en est. De ne pas constamment remettre en question. Je ne sais pas, moi, si je pense que le doute, ça peut aller loin. Il y a des gens qui peuvent aller chercher un verre d'eau à la cuisine, puis peuvent commencer à douter, est-ce qu'ils ont besoin d'en boire beaucoup, pas assez, ou euh, Mais il faut savoir s'ils en ont envie. Il faut écouter son corps parce qu'on nous a donné un véhicule qui est normalement relativement stable, bien qu'il en fasse qu'à sa tête aussi. La preuve, c'est que qui c'est qui a jamais trébuché alors que il n'y avait pas de raison d'être, qui sait qui s'est donné un coup alors que dans la zone il n'y avait rien, qui sait qui a jamais avalé de travers, qui sait qui a le corps en fait ce qu'il veut. Donc on est toujours dans des endroits où on n'est jamais à l'aise, jamais en sécurité. Mais si le corps réclame à boire, ben, il faut aller boire un petit coup. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de doute à avoir. Une fois que le corps aura été hydraté, bon, ben, ça ira un petit peu mieux pour vos envies. Par contre, si vous avez toujours une même envie, alors que vous venez d'avoir assouvi votre besoin, ah, là, il y a un problème derrière, quoi. Il y a peut-être une entité, il y a peut-être n'importe quoi. c'est peut-être un petit peu plus facile d'assumer sa spontanéité si les choses sont à court terme, comme un verre d'eau ou manger une pomme. Mais si on se projette loin dans l'avenir, ça peut devenir difficile. Autrement dit, si une personne veut étudier, disons, à l'université et se demander que les résultats vont avoir lieu dans 3 ans, dans 5 ans, là, ça peut être plus difficile d'affronter les inquiétudes ou ce que je pourrais appeler la peur de l'échec. Et la peur de l'échec, c'est souvent le fait que on a une estime de soi-même. Mais il n'y a jamais d'échec. On nous a mis sur la Terre pour souvent nous mettre en échec et voir un petit peu la réaction que l'on a vis-à-vis de cet échec. C'est euh, savoir être capable d'abandonner, parce que c'est bien de rentrer à l'université, c'est bien d'avoir un bon diplôme, mais c'est bien d'avoir un bon job. Et puis ensuite, ce job, on peut vous mettre dehors. Donc, il faut savoir l'assumer. Et il faut savoir que l'échec dans votre vie, vous êtes obligé d'avoir des échecs. C'est vous qui avez choisi les échecs. C'est vous qui avez choisi d'abandonner d'abandonner votre vie au total, que ce soit un comportement affectif, que ce soit des animaux, que ce soit des objets, de l'argent. Vous êtes tous obligés d'avoir un échec. Donc plusieurs, plus ou moins importants échec fonctionne de votre état émotif ou de votre état émotionnel. Ça m'amène à une perspective que moi j'ai vue souvent, c'est que les gens veulent beaucoup de stabilité, beaucoup de garanties, tandis qu'on est dans un monde qui est très impermanent. Comme tu dis, tu peux compléter tes études universitaires, faire un bon métier, mais tu n'as pas de garantie combien de temps ça va durer. Ça peut Mhm. durer 1 an, ça peut durer 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de garantie là-dedans. C'est Donc, ça. il y a des gens qui ont ça, ils ont un besoin de garantie tellement, ils veulent tellement avoir une vie qui est On n'a stable. pas, on n'a pas de garantie. On peut mourir à tout Ouais, instant. effectivement. Donc, que ce soit un accident, que ce soit un accident de la route, que ce soit un accident physique, que ce soit un météore qui nous tombe sur la tête, on peut à tout moment mourir. Donc, il n'y a aucune garantie, aucune sécurité. Et on ne peut pas devenir sécure, même si on a plein d'assurance. C'est pas ça qui va nous protéger. Même si vous avez des médecins qui sont collés à vous toute la journée avec des quantités de sang et tout ça, rien ne vous empêchera de vous griller tout le cerveau. Euh, on n'a aucune garantie. On n'a aucune garantie. Il faut se mettre ça dans la tête et à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Vous êtes, votre objectif de vie, c'est de mourir. Donc, à un moment donné, ça va arriver. Donc, Effectivement. Effectivement. Moi, par exemple, je vois souvent des gens qui euh, ils voudraient qu'il y ait du changement dans leur vie, mais ils ne sont pas prêts à prendre aucun risque.
Ça, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Le changement, c'est le choc. Donc, on ne peut pas ne pas être choqué et vouloir être choqué. Donc, le C'est ça, changement, on peut pas faire. On peut pas faire. exactement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, on pourrait dire, assumer une forme d'impermanence. Tu sais, Ouais, les c'est choses, ça. Mhm. assumer une forme d'impermanence. Qu'est-ce qu'on a comme élément qui s'ajoute à ça? Et puis surtout, ne pas avoir de rattacher trop d'émotionnel là-dessus. Parce que l'émotionnel que vous rattacherez à un effet choc, vous l'aurez en mémoire. Et cette mémoire, va venir se coller à vous dès que vous allez avoir une forme d'insécurité qui s'apparente un petit peu à cette mémoire. Et vous en serez complètement bloqué. Donc, plus vous abandonnez votre insécurité, plus vous abandonnez votre émotionnel vis-à-vis de ça, et que vous comparez et que vous reconnaissez en même temps votre état en tant que, bon, ben, effectivement, j'ai eu ça. Ben, ça va se représenter, mais ça fera moins mal. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, si on vous représentait 3 fois la même chose, d'abord, ce serait d'une façon relativement stupide que la vie vous présenterait 3 fois la même chose, mais la deuxième sera moins douloureuse. Et puis la troisième, vous y fera pas attention. À force on pourrait dire, entre guillemets, traverser des épreuves, on peut développer une forme d'insensibilité, c'est-à-dire d'être moins C'est ça. impressionnable face aux difficultés. C'est ça. Ça m'amène à parler du phénomène de somatisation. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes, des gens qui veulent, qui sont dans la spiritualité, qui veulent énormément évoluer, puis ça leur crée un phénomène d'une sorte d'anxiété. S'ils n'ont pas bien dormi ou si la méditation n'a pas été bonne, ben, ils vont dire ben, j'ai mangé de la viande hier, c'est pour ça que la méditation n'a pas été bonne. Et ils sont constamment à l'affût d'un manque de progrès évolutif, mais dans leur perspective à eux. Autrement dit, si la méditation était bonne, c'est un signe qu'ils évoluent. Donc, si la méditation est perturbée, là, ils commencent à fouiller dans tous les gestes qu'ils ont faits, le geste qui était mauvais, qui a déclenché une mauvaise expérience ou une impression d'échec, autrement dit. Mhm. C'est toujours vouloir interpréter les signes, ça. C'est un peu comme, c'est de la superstition. Moi, Oui, effectivement. Effectivement. je trouve que vouloir, c'est de l'insécurité, de la superstition. Les gens qui sont superstitieux sont insécures. Et comment réagir vis-à-vis de ça? Euh, euh, je crois que l'insécurité, euh, c'est refuser de réaliser ce que l'on est, refuser de réaliser et de penser que si on rajoute quelque chose, ou si on fait quelque chose, ou si on a quelqu'un, ou on va être plus sécure que d'habitude. Il n'y a rien qui soit plus sécure, ce n'est pas nous qui dirigeons notre vie. On n'est pas, euh, on n'est pas comment dire, euh, on n'est pas en dehors du programme. On n'est pas dans l'initiation pure et simple de savoir ce qui va se passer. Donc, on est obligé d'être guidé, téléguidé, et automatiquement, on sera bousculé, empreint d'événements nouveaux. C'est ces événements nouveaux qui nous permettent de nous grandir et de nous affirmer et de nous protéger. C'est un peu comme des vaccinations de vie. Vous prenez un virus, on va dire, atténué, vous allez recevoir un petit choc ou une douleur quelque part. Vous forgez sur votre petite douleur, et puis quand la grosse douleur arrive, que ce soit un gros choc, ben à ce moment-là, vous êtes déjà forgé, vous avez votre vaccination, vous avez vos anticorps qui sont prêts à réagir de la façon dont vous allez affronter l'événement. Effectivement. Je remarque, par exemple, les, par exemple, dans le phénomène de la superstition, il y a comment je dirais ça? Il y a une inquiétude exagérée. Euh, c'est comme si l'homme se voit constamment dans cet état-là, dans une perte de puissance.
Ouais. Autrement dit, tu te sens agressé par les choses autour, puis tu as l'impression, un petit peu comme si la vie était contre toi. Il y a quelque chose qui lutte contre toi. Contre toi, ouais, c'est ça. Ouais. La Ça, superstition, c'est avoir la sensation que quelque chose nous en veut. Ok, il y a des ouais, choses qui nous en veulent, des entités qui nous en veulent. Mais si elles pouvaient nous tuer, elles nous auraient déjà tués parce qu'elles nous haïssent en permanence. Elles nous en veulent parce que on a la chance de pouvoir vivre des expériences. Elles ne peuvent pas vivre des expériences si ce n'est au travers de nous et au travers de nos émotions. Mais nous, on peut vivre des expériences, on peut rencontrer des gens, on peut rencontrer des phénomènes, on peut voir des gens. C'est ça qui est intéressant. la superstition, c'est la peur du mal. Même On la a peur du tendance, mal, oui, on a tendance à anthropomorphiser le mal. anthropomorphisé. Anthropomorphiser le mal. On lui donne un visage, puis on s'imagine qu'il a des pouvoirs sur nous, donc on est constamment. Ouais, mais si on regarde bien, le mal, c'est nécessaire dans le phénomène où ça remet en cause, ça annule tout le système équilibré. Donc, ça forme une sorte de chaos qui fait que on est obligé de reconstruire. Sinon, on serait toujours dans un état de bien. Imaginez un état de bien où il n'y aurait absolument rien de mal qui se passe. Ben, c'est comme un état de mal où il n'y aurait absolument rien de bien. Ben, il n'y aurait plus rien. Ce serait le chaos dans les deux sens, dans les deux hypothèses, euh, dans les, j'allais dire, dans les deux noirceurs, que ce soit le bien, tout le monde se sourirait, tout le monde s'aimerait, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on ferait après? Dans le mal, tout le monde se truciderait, on serait tous morts à la fin, et qu'est-ce qu'on ferait de bien? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Il n'y aurait plus rien à faire. Enfin, il ne faut pas aller dans les exagérations. Donc, on est obligé d'avoir un système polaire parce qu'on est dans un système polaire. On est empreint de polarité en permanence et vous la sentez dès qu'il y a une polarité. Vous sentez votre haine, vous sentez vos rejets vis-à-vis de personnes, vous le sentez, vous le savez. Et bien à ce moment-là, vous êtes dans ce plan, comme on disait, dans ce plan astral de tout à l'heure, dans ce plan polaire. Donc, dans ce plan polaire, il ne faut pas s'étonner que si vous y rentrez, il y a toujours du côté de la polarité comme du bien, du mal, des défauts, des qualités. Vous avez de tout. Mais c'est normal, c'est polaire. Donc, vous avez mis les mains dans de l'eau glacée. Il ne faut pas vous étonner que vos mains soient mouillées. Donc, je sais pas, il faut être lucide de la situation. C'est tout. Sans le mal, il n'y aurait pas de mouvement. Ouais, Ça prend les deux forces qui travaillent. Pour nous autres, ça représente des cycles, mais sans mal, il n'y aurait pas de mouvement. Souvent, c'est les ça. gens ne font pas ce constat-là. Ils veulent toujours avoir une énergie positive pour agir. Mais Oui, mais une ça prend les énergie deux. positive, ils ne peuvent pas avoir une énergie positive sans détruire nos aliments. Ben, on n'arrive pas à vivre sans mettre en mouvement des systèmes stabilisés comme l'air et tout. On ne peut pas faire rentrer l'oxygène. Donc il faut qu'il y ait des choses qui bousculent les unes les autres, certaines choses qui soient cassées, qui soient rompues pour pouvoir les reconstruire, etc. Regardez notre corps, comment il fonctionne comme ça. Il fonctionne sans arrêt en cassant des systèmes, en les remettant en place, en envoyant de l'énergie, en faisant. Il n'y a aucune stabilité là-dedans, mais il y a un équilibre. Oui. Et quand il n'y a plus d'équilibre, bon, ben, c'est aussi simple que ça, ou on tombe malade. Ça m'amène à parler du doute. Le doute, souvent, moi, je perçois le doute comme une question permanente. C'est le train des questions. Tu sais. Parce que le doute, c'est comme un frein. Et si on a des doutes, on va avoir tout le temps des questions. Tandis que l'action, c'est un peu comme une forme de l'antithèse du doute. Quand tu as une certitude, il y a un mouvement, il n'y a pas de frein.
moi, je pense que le doute, il est là pour cacher l'action. Euh, Imaginez que vous ayez un doute sur le fait de devoir boire ou pas boire. On va essayer de Oui, prendre une chose simple. Euh, on a envie de boire ou de pas boire. On ne sait pas. Vous ne savez pas, vous ne le faites pas. Dans 1 heure, vous allez avoir le doute de boire ou de pas boire. Vous ne le faites pas. Dans 3 jours, vous allez voir, vous n'aurez pas le doute. Vous aurez envie de boire et puis ce sera personne qui vous en empêchera. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on aura senti un besoin. Si vous ne sentez pas votre besoin, là, le doute va s'infiltrer. Il va vous manigancer, il va vous manipuler, il va essayer de faire en sorte de vous renforcer, je ne sais pas si ça se dit, de vous renforcer, voilà, de vous renforcer votre pulsion, votre envie, votre énergie, les nécessités. C'est un petit peu comme est-ce que vraiment tu as envie de vivre ou pas? C'est la question qui va se poser au travers du doute. Quand vous doutez de quelque chose, euh, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui ne sait pas encore se situer vis-à-vis d'un besoin. moi, Je vois je c'est sais comme pas, ça. la première idée qui me vient par rapport au doute, c'est qu'il y a un facteur de temps. C'est pas l'action qui est un problème, où on devrait C'est le le temps. Ouais. résoudre, tu sais. Si j'ai envie de boire de l'eau, puis que j'hésite, c'est peut-être juste parce que c'est pas le bon moment. Voilà, c'est le temps. Donc, je peux arrêter mon geste et faire le geste contraire, remettre le verre d'eau là, mais Mhm. jusqu'à temps que ce soit impératif, tu sais. C'est ça, ouais. Quand quelque chose est impératif, je pense Après, que le, c'est comme les gens. Bon, est-ce que j'ai été invité par un tel? Je ne sais pas si j'y vais, si j'y vais pas. Ben, vous le sentez comment? Faites-vous confiance? C'est ça le problème. C'est que je vous donne un petit exemple qui est un exemple personnel. Euh, euh, j'ai eu trois propositions de travail. Euh, j'ai pas, je me suis pas demandé est-ce que je vais à tel endroit ou à tel endroit. J'ai dit oui à tous les trois. Et en disant oui à tous les trois, le lundi matin, je me suis dit bon, qu'est-ce qui va se passer? Puis il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit non, en fait, on ne peut pas vous avoir parce que là, c'est fermé et là, il se passe quelque chose. La deuxième personne chez qui je devais aller, me dit non, là, je ne peux pas, franchement, là, ça va être impossible. Bon, ça sera pour un autre jour ou une autre fois. OK. Et je vais dans un autre endroit, puis c'était là. Donc, j'ai même pas eu à choisir. Ce que ouais, je veux dire, c'est que on- quand on dit on n'a pas le choix, c'est qu'on est déjà guidé vers quelque chose. Donc, amusez-vous à faire des choses comme ça, vous allez vous apercevoir que ce que je vous dis, c'est assez rigolo, mais vous êtes toujours dirigé vers quelque chose. Toujours. Il y a toujours quelque chose qui vous donne une direction. Qu'on ne la voit pas, ok, mais elle y est toujours. Il y a toujours le panneau d'affichage. Si les gens sont devenus, euh, comment dire, euh, insécures, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas voir le panneau. Regardez votre panneau, liez le panneau, que ce soit un panneau intérieur avec une envie, un besoin, ou une pulsion, le panneau il y est, que ce soit à l'extérieur, hein, quelqu'un qui vous appelle ou quelqu'un. Regardez autour de vous, c'est tout. Il faut regarder, il faut voir un petit peu ce que c'est que la vie pour avoir euh, un objectif ou une direction. ça m'amène à parler de l'indécision. L'indécision, c'est vraiment un état de souffrance, tu sais. Comme moi, j'ai vu dans mon expérience, par exemple, supposons qu'une personne a 2 emplois en possibilité et qu'elle analyse, 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 puis elle est indécise, elle dit, je ne sais pas laquelle. Je me suis dit, si tu n'es pas capable de décider entre 2 emplois, c'est parce que les deux ne sont pas bons. Sinon, ce Mhm. serait une évidence. Ouais. À la limite, quand il y a une évidence, il n'y a pas de choix. Quand les choses Ouais, sont très claires, il n'y a pas de choix. Les choses deviennent évidentes. Et on le s'il n'y a pas sent. Voilà. d'évidence, puis Mhm. qu'on n'est pas capable de choisir entre deux, c'est probablement parce qu'il faut dire non aux 2 emplois. Tu sais. C'est ça, ouais. Parce que, Ça paraît dur parfois, mais oui, c'est comme ça. Si on ne le sent pas, on ne le sent pas. Il ne faut pas y aller. N'allez pas dans les endroits où vous ne le sentez pas. C'est évident. Si vous avez des fêtes, même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, il va vous arriver un problème.
c'est vous qui êtes le plus important. C'est pas l'environnement, c'est pas ce que les gens vont aimer de vous ou on vous créditera jamais fondamentalement. L'extérieur ne vous créditera jamais. Les gens ne vous créditeront jamais. Ils serviront toujours eux-mêmes. Et donc, euh, vos envies de décision, il faut se baser là-dessus. Il faut savoir exactement que l'extérieur n'est pas quelque chose que vous pourrez gagner, que vous pourrez séduire. La séduction, c'est de la manipulation. Donc, vous serez dans un système de désir ou de séduction. Regardez dans quel système vous êtes. Vous serez à ce moment-là dans la bulle du désir. C'est parce qu'il y a des gens qui ont peur de manquer une opportunité. On manque des opportunités, mais on ne manque pas fondamentalement de la direction. Ben, c'est que si on ferme une opportunité parce qu'elle ne nous convient pas, il y en a un autre qui va se présenter. Voilà, Et on a tellement peur de la manquer, cette opportunité-là, pensant que c'est la dernière. Tu sais, bon, on fait ça à tous les niveaux. Un homme sort avec une femme sort avec un homme, parce qu'elle se dit, si je ne prends pas cette opportunité-là, il n'y en aura pas d'autre. Plutôt que de dire, si ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Ben voilà, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que c'est vivre avec, un gars qui vous tape tous les jours, même s'il est beau, même s'il est riche? Est-ce que c'est une bonne opportunité? Non. Est-ce que vous auriez dû choisir celui qui était plus pauvre, plus doux, plus triste peut-être? À Il y ce a moins, moment-là, il y a vous le moins, il y a moins de sentez, c'est à vous de le puissance. sentir. Oui, il y a moins de Mhm. puissance. Il y a peut-être une personnalité ou un état d'esprit qui est plus agréable, tu sais, qui est moins violent. Ça C'est dépend ça. ce que vous voulez. Ben, c'est ça, on fait. Parce qu'il y a des choix qui sont paradoxaux. Ouais. Supposons que je veux m'associer à une personne qui est extrêmement puissante. Ben, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas un tyran pour moi. Tu sais. Pourquoi? Mhm. Parce que j'ai voulu m'associer à une personne extrêmement puissante. Mais si je m'associe à une personne que je juge très puissante, c'est peut-être parce que j'en manque de puissance. Ouais. Donc, je crée Et, ma c'est- propre condition. et surtout qu'on veut briller à travers quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas soi, c'est trouver quelque chose qui va nous faire briller. Donc, Absolument. c'est se rabattre à soi, c'est être au-dessous de l'individu. Et vous ne trouverez jamais votre pleine puissance, votre plein savoir, si vous attendez que quelqu'un vous fasse briller, que quelqu'un vienne vous éclairer. Et c'est pas au moment où vous allez décéder que il va venir vous faire briller. Vous serez dans votre état. Vous serez comme au début, dans le même état. Donc c'est à vous à avoir un petit peu cheminé. Qu'est-ce que c'est le proverbe, donc? La chance sourit aux audacieux. C'est pas si mal, ça. Ouais, la chance sourit aux audacieux. Je dirais que la lucidité sourit aux audacieux. Ouais. Ah oui, c'est Parce que effectivement parce que le mot chance, le mot chance, il y a une notion de c'est hasard. aléatoire. Un peu comme si on avait donné un privilège à une personne. Tandis que quand Ouais, on n'a pas une opportunité, ce n'est pas un privilège. C'est quelque ouais, chose qu'on a attiré. Donc, on ne nous a pas fait de cadeau. ouais. Des belles choses. Dites-vous une chose aussi qui est importante, c'est que fonction de notre vibration, on attire la vibration extérieure, c'est-à-dire la vibration qui nous correspond. On ne vous met pas dans une vibration, dans un milieu qui ne vous va pas. C'est pas vrai. On vous met dans le milieu qui contient votre vibration. Parce que que ce soit le système astral, que ce soit le système mental, que ce soit le système éthérique, euh, ils, euh, ils essaient sans arrêt de comment on appelle ça, de vous contenir, de contenir votre vibration. Donc, pour contenir votre vibration, ils vont pas se mettre avec les mains, ils vont mettre avec le même type de vibration pour la contenir. Et ils vont vous manipuler au travers de cette même vibration. Donc, si vous changez de vibration, vous changez d'endroit, vous changez d'individu, vous changez de famille, vous changez. Il y a tout qui va changer. Même si vous n'avez pas envie, si vous changez votre vibration, ça va changer. C'est obligé, c'est obligé. Ça va changer de boulot, vous allez changer de boulot, changer de maison, changer de chien, de chat, d'ours, de tout ce que vous voulez. Donc, si la personne ne comprend pas dans quel environnement elle est, elle risque de répéter l'expérience. Elle va vouloir changer d'endroit pour.
Mhm. elle va se retrouver dans la même situation. Tu sais, comme par Toujours exemple, dans la même situation, jusqu'au moment où elle sera assez en colère pour ouais, changer de situation. C'est à ce moment-là qu'elle changera de situation et qu'elle dira, ah, tiens, j'étais dans une mauvaise situation, heureusement que je me suis mis en colère. Ben oui, tu as changé ta vibration. c'est ça, exactement. Sinon, je fais un essai par rapport à ça, c'est que souvent, des gens qui sont très faibles peuvent se retrouver plus facilement dans des environnements violents. Je ne sais pas si c'est cohérent, là, Ouais, mais on dirait que une personne qui est faible a besoin d'apprendre à s'affirmer, donc elle c'est attire ça. souvent des relations avec d'autres, pas nécessairement un environnement, mais un circuit d'échange Mhm. ou est avec des gens qui sont plus agressifs, qui sont plus autoritaires, qui sont plus C'est un définis. peu comme s'ils cherchaient à les pousser, comme s'il y avait un manque qui se créait pour un petit peu transvaser le fait que leur énergie qu'ils ont en excès et qui est pompée par l'extérieur. Donc, ils voudraient peut-être s'équilibrer et que l'extérieur leur donne cette énergie. Donc, Ouais, c'est normal qu'ils soient... euh, que quand on a les mêmes cas qui reviennent toujours, c'est soi qu'il faut regarder. C'est pas tellement l'autre. oui, effectivement. Donc, c'est un peu comme quand on choisit une formation, par exemple pour un métier. Et dans les expériences de vie, c'est un peu comme ça. On va prendre contact avec des personnes qui nous forment d'une certaine façon quelque chose. Ça peut être dur. Tu sais, je ne sais pas, mais avoir un patron qui est très intransigeant, Mhm. ça peut être difficile à négocier, tu sais, à s'adapter, à comprendre l'expérience. Mais c'est le genre d'expérience que la personne a besoin pour apprendre à se définir, à être plus structuré, plus organisé, plus volontaire. Mhm. Donc, elle va absorber, c'est comme si elle va absorber un peu de cette énergie-là pour Ouais. Hein. commencer à comprendre un petit peu c'est quoi. Les personnes qui sont plus organisées, qui sont plus volontaires, euh, mettent plus leurs limites, sont capables de mettre des limites aux autres aussi, mais ils sont capables de s'en mettre. C'est-à-dire qu'ils font respecter leurs limites, c'est ça que je veux dire. Mhm. Une On personne qui est apprend de faible, l'autre, ouais. on apprend de l'autre. Ce qui donne des limites, que ce soit une limite par l'énergie ou une limite par la bienveillance ou une limite, c'est toujours une limite qu'il va falloir examiner pour voir un petit peu comment on peut utiliser cette limite et qu'est-ce que c'est qui nous manque. Si on a trop de bienveillance ou si on a trop de... regardez les gens qui sont trop bienveillants quand ils rencontrent souvent des gens encore plus bienveillants qu'eux, il y a toujours une forme de jalousie, il y a toujours une forme de, de déséquilibre qui se crée. Et c'est uniquement, ils viennent de rencontrer leur miroir et ils n'apprécient pas ce miroir parce qu'ils aimeraient fondamentalement retrouver un équilibre un petit peu plus agressif par moment que d'être toujours la fleur au fusil ou dans les cheveux. Ça, c'est un bon point. On est souvent en compétition avec les gens qui nous ressemblent. Mhm. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ce qui nous ressemble. Tandis que les gens qui sont antagonistes à notre vision, ça nous C'est plus oblige à nous. facile. Oui, c'est plus facile parce que, je ne sais pas quoi. Une personne qui ne s'aime pas, d'accord? Elle va tolérer Mhm. beaucoup plus une personne qui est condescendante. Ça va ensemble. Ouais. Tu sais, si tu as un patron qui te fait des remarques très condescendantes et que tu ne t'aimes pas toi-même, tu vas dire ben, je Il mérite a ce raison. traitement-là. Je mérite ce traitement-là parce que Ouais. je me l'impose à moi-même. Je pense que je ne suis pas Ouais. une bonne personne, que je ne suis pas intelligent, que je ne suis pas performant, ainsi Mhm. de suite. Donc, on va avoir tendance à accepter ça, À se dévaluer, effectivement. ouais. Effectivement. Jusqu'au moment où, à force, on sera au fond du trou et l'individu dira je vaux rien. Mais c'est de la manipulation à l'état brut. Ouais. Et, euh, plutôt que de changer, l'individu voudra rester dans le même système. Et donc, on peut pas changer ce système-là. Euh, on voit que beaucoup de gens qui se sont suicidés euh, regrettent la situation. Mais je trouve ça C'est intéressant, excuse-moi, de ce qu'on parle parce que ça, c'est des phénomènes assez universels. Il y a des gens qui ont une force, j'appelle ça naturel, mais c'est pas ça. C'est que souvent, les parents, ils ont grandi dans un environnement où leurs parents ont beaucoup d'argent, mais c'est plus que l'argent.
C'est des gens Mhm. qui ont une structure de vie, puis ils ont une certitude, puis leur réseau social est comme ça. C'est pas tellement surprenant que les enfants grandissent aux 14, 15, 16 ans, puis sont beaucoup plus combatifs. Pas nécessairement physiquement. Ils n'ont pas nécessairement Mhm. une ceinture noire en arts martiaux, mais ça va être des gens qui savent se défendre. Ils savent choisir les Ouais. mots, ils savent repousser des gens qui sont trop invasifs. Donc, on voit les deux. Là. Puis souvent, ce sont des gens qui ont vraiment un facteur d'entraînement dans la société, qui démarrent des entreprises ou qui vont en politique. Mhm. Mais des gens qui sont faibles, si tu vis dans un environnement, c'est un gros défi quand tu viens d'une famille pauvre. Tu sais. Je ne dis pas que Ouais. c'est impossible à dépenser, mais ça prend au moins un petit peu de caractère. Je ne sais pas Mhm. qu'est-ce que ça prend à la base. Quand on vient d'une famille pauvre, ce que ça prend, c'est c'est savoir ce que c'est que la pauvreté. Ouais. Donc, on risque rien. Et c'est plus facile que de venir dans une famille riche, d'investir, et puis de savoir que on vient de faire un blackout ou une perte d'argent énorme. C'est difficile à, à se stabiliser. C'est plus facile quand quand on a travaillé et que on, on se retrouve avec une certaine fortune et puis qu'on la perd parce qu'on sait comment on se restabilise. On sait Ouais. que on est passé à travers ça. Donc, je dis pas que c'est facile. Je dis simplement que c'est c'est restabilisant parce qu'on connaît déjà l'état. On est mieux On se connaît outillé. On déjà. est mieux outillé probablement dans ces On est domaines-là. outillé. Voilà, on a Les des gens outils. qui étaient dans des familles très riches, qui ont eu des faillites, là, souvent ils s'en remettent jamais hein, parce qu'il faut qu'ils repartent à Mhm. zéro. Puis, c'est ce qu'on a vu dans le crash en 1929. Il y a des gens qui ont sauté par les fenêtres parce que pour eux, c'était recommencer à zéro dans quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu parce que leur fortune a été léguée des fois là, par les parents, par les grands-parents. Mhm. Pour eux autres, c'est un suicide financier. Ouais, c'est les gens qui se suicident. Ça serait intéressant d'étudier le suicide parce que ça, j'ai eu des gens qui sont venus me voir parce que telle personne était suicidée, donc on les a mis en contact. Et, mais si vous voyez, les gens se suicident, ils ne réalisent pas qu'ils ne seront plus près de leur être cher. Ils ne seront plus près des gens qu'ils aimaient. Ils ne seront plus près de ce qu'ils appréciaient, que ce soit leur chien, que ce soit leur voiture. C'est fini. C'est définitivement fini. Donc, ce qui sera encore plus terrible, et ça, ils vont s'en apercevoir, enfin pour ceux qui vont se suicider, c'est qu'ils vont s'apercevoir que ce qu'ils laissent, c'est la vie. Et la vie, c'est plus du tout la même sensation. Il y a plus de sensation. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de stimulation. Et quand les gens s'aperçoivent qu'il n'y a plus de stimulation, plus d'opposition, euh, il y a une sorte de vide qui, qui, qui est difficile à stabiliser, même pour un mort qui se retrouve déstabilisé par rapport à un manque de vide, par rapport à ce vide. Quand tu C'est parles, assez. Jean-Luc, il me Je semble parle que des consultations ouais. avec des gens avec qui que j'ai eu et des gens que j'ai rencontrés qui venaient se suicider, soit par des problèmes de sexualité, soit par des problèmes d'argent, soit des... euh, vous voyez, au travers de gens comme ça, euh, vous les trouvez tristes, non pas de l'état qu'ils étaient, parce que l'état, bon, que leurs petits amis soient partis ou que la petite copaine ne soit plus là, ils en souriraient presque parce que c'est plus du tout pareil. Mais le fait que, ah, mais j'avais pas percuté que j'aurais plus ma voiture, que j'aurais plus eu,
que ça m'appartiendrait plus. Ah, et ma chaîne stéréo que j'avais aimée. C'est là où ils s'aperçoivent la dégradation. C'est très court, hein, mais la déstabilisation, le trou qui se trouve, qui fait partie à un système vital, fait que il y a une grande détresse, un sens qui appelle quelque chose dans le sens attendez, est-ce que je peux avoir une deuxième chance? Là, en gros, j'ai fait une connerie, quoi. OK, Et je c'est veux assez juste rigolo. préciser pour nos auditeurs que quand tu parles de personnes qui sont dénuées de sensations dans cette expérience-là, tu parles de gens qui sont suicidés et qui se retrouvent dans le monde de la mort Ouais. et qui Juste avant d'être pris en charge. transférés. Mais c'est assez. J'avais un truc à dire, je me rappelle. C'est assez, comment dire, euh, c'est assez troublant. C'est un peu comme cette jeune personne qui s'était suicidée dans son arbre de travail et qui disait en fait, j'ai pas voulu le faire. Je voulais punir mon environnement. Or, je viens de m'apercevoir que c'est moi qui me suis puni toute seule. Ouais, OK, C'est rigolo, hein, la c'est façon dont rigolo. ça réagirait. C'est vrai, ça, parce que moi aussi, C'est j'ai cette rigolo. perception-là dans le suicide, qu'il y a une forme de nostalgie puis d'apitoiement sur soi-même. Mhm. Donc, on se dit, quand je ne serai plus là, les autres vont me regretter. Non, il ne regrette pas. Non, mais ça n'existe pas. Je veux dire, ils vont On penser les ces oublie, mais on les choses-là. oubliera. Autrement Ouais, dit, on essaie de punir les autres, de ne mhm. pas s'occuper de nous. Ouais. Et il ne s'occupe plus de vous. Vous allez être trois pieds sous terre. Après, bon, on va beaucoup pleurer, on va beaucoup se moucher, et puis on va beaucoup irriter, et puis voilà, c'est terminé. Ça m'amène à ajouter que dans la personne qui a un désir suicidaire ou qui se suicide, il y a un côté un peu vampirique. Autrement dit, il trouve que les autres ne lui donnent pas suffisamment ce qui lui serait dû ou qui ne lui portent pas assez d'attention. Ouais. Moi, j'appellerais ça du pouvoir par le vide. On veut créer les gens, euh, on veut exprimer notre pouvoir en- en- par notre manque. Le pouvoir ne s'exprime pas par le manque. C'est tout. Donc, faut arrêter pour ceux qui pensent que parce que leur ami les a quittés, ou parce que ce soit une amie eux ou une amie I, un garçon ou une fille, euh, c'est pas parce que il va, il va, il va perdre quelqu'un que le monde va s'écrouler autour de lui. Euh, son copain qui est parti, ben, il est parti. Il faut qu'elle puisse se retourner sur elle-même, qu'elle n'est pas aussi importante qu'elle pensait, que son corps astral va se récupérer de l'individu qui est parti. Donc, elle va se retrouver en plénitude. Donc, il faut qu'elle assume tout ça. C'est sûr que la vibration descend quand vous retrouvez votre corps astral complet de celui qui est parti. Mais il faut l'assumer. Vous êtes là pour assumer vos vibrations. Vous êtes là pour assumer votre corps physique, votre corps énergétique, votre corps psychique. Vous êtes là pour assumer. On vit, notre vie, c'est un phénomène je ne sais pas si ça se dit d'assumation, mais c'est ce que ça veut dire. On est là pour assumer, on est là pour supporter un phénomène. On vous a donné des bagages. Prenez vos bagages et supportez-les, vos bagages. Prenez-les, vos bagages. C'est comme ça qu'il faut le voir. Le phénomène, il y a un phénomène, voyons, pardon, il y a un phénomène semblable dans le jeu amoureux, homme-femme, homme-homme, quelle importance. Comme par exemple, il y a des gens qui attendent qu'on les appelle. Il y a des gens qui sont dans le désir amoureux, ils ont des relations amoureuses avec, puis ils disent, ben, ils ne m'appellent pas. Ben non, il ne t'appelle pas. C'est C'est pas aussi important que ça. exactement. Ouais, c'est fou, hein? Euh, L'attente, je trouve ça très destructeur, l'attente. Tu sais, sous beaucoup de formes, c'est très destructeur parce que
On pense que les autres devraient nous donner ou qu'ils devraient avoir de la reconnaissance pour nous, tandis qu'on pourrait se le donner nous-mêmes. Mhm. L'attente, c'est c'est constater qu'on n'a pas aussi d'importance qu'on le pensait. L'attente, c'est qu'on n'existe pas pour les autres. Et donc, tant que les autres ne nous appellent pas et qu'on est dans l'attente, euh, on n'existe pas pour eux. Et ça, on le ressent à ce moment-là. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de s'aguerrir dans le sens, et s'ils n'étaient pas là, qu'est-ce que tu ferais? Ouais. C'est ça qui est important. Donc, l'action ou le mouvement, est-ce que c'est une grande, pas une panacée, mais je veux dire, ça nous sort de l'attente. Il faut prendre la décision, il faut, comment je dirais ça? Faut un peu exploser, il faut un peu se mettre en mouvement pour sortir de l'attente. Ouais, l'action, il y a un phénomène de projection, mais dans l'action, on ne se regarde pas, on ne s'écoute pas, on agit. Euh, on, on- on ne se regarde que quand on a fini l'action. Mais s'il y a de l'attente, c'est qu'il y a autre chose à faire. C'est pas l'extérieur qui doit nous structurer, c'est notre intérieur qui doit savoir ce que l'on est, quelle situation on peut se placer, euh, comment l'individu peut supporter cette attente. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, je me mets dans l'attente, je me mets dans la méditation. Ben, tu détournes le problème. La méditation, ça va te faire perdre du temps. Parce que si tu te mets dans la méditation, c'est que tu ne veux pas regarder les pensées. Donc, affronte ton système, affronte le fait que si tu es dans l'attente, c'est que quelque part, tu as quelque chose à faire ailleurs que là, que d'attendre. C'est pas pour te mettre dans un état, un état de mort où tu vas ne pas voir les choses qui bougent ou regarder les pensées qui passent, ne pas essayer de les attraper et d'essayer de se stabiliser malgré, malgré un état, malgré un état de malaise. Il faut le vivre, il faut avoir du courage, il faut voir que tu as ton courage, tu prends ton malaise à bras le corps et tu regardes ce qu'il y a dans ta vie, ce que tu es, et non pas euh, de le dissimuler soit dans le sommeil en prenant des comprimés, soit par du footing en allant courir 60 km, soit en restant assis sur ton cul en se disant je vais essayer de faire des bruits, des bruits de l'univers, des bruits de machin. On s'en fout. On s'en fout. Fondamentalement, l'homme doit s'affronter, il doit être, il doit se sentir. C'est fait pour ça. C'est pas fait pour se planquer. On n'est pas des planqués. Okay? Donc, si je suis bien, qu'est-ce que tu dis, Jean-Luc? Il n'y a pas de culpabilité ou il n'y a pas de. Si on n'a pas envie de rien faire, autrement dit, il ne faut pas se forcer à Tu l'action fais non rien. plus. Si on Voilà. fait rien, on fait rien. Il Voilà. n'y a pas d'attente parce qu'on a compris qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de stimulation. Il faut être capable de Mhm. vivre avec ça aussi. Ça va venir. Ça va venir. Et les actions, elles sont entourées, elles suivent, c'est comme des grappes. Donc, dans le programme, il y a des actions. Elles sont toutes là. Et s'il y a il y a des trous entre les actions, s'il y a du temps entre les actions, c'est qu'il faut se reposer. Parce qu'après, peut-être que s'il y a plusieurs actions qui se suivent, on n'aura plus le temps de se reposer. Et on dira, ah, si j'avais su, je me serais reposé. Ah ben ouais, mais Donc, quand il ne se passe rien, ça fait partie du processus. ça fait partie du processus. Okay? Donc, on a besoin Demande de à ton pauser. contact. Tu lui demandes Oui. à ton contact. Pourquoi il ne se Pourquoi il ne se passe passe rien? rien? Il te dira. Parce que c'est ça qu'il faut. Parce que c'est ça qu'il faut. C'était pour me parler. Ah, oh, d'accord, ben voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben tu vas là. Ben, voilà. Super. Je te pour dire, on approche d'une heure. Est-ce que Ok. j'ai sur ma feuille de perlimpinpin
La comparaison, le doute, on a parlé du suicide, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a un petit quelque chose que j'avais le goût de parler, qui touche à ce qu'on a déjà parlé. Mhm. Si on regarde la psychologie supramentale sous un certain angle, il n'y a pas nécessairement une critique, mais je te dirais que, comment j'appellerais ça? Les gens sont conscientisés. Je ne peux pas dire que c'est un rejet, mais ils sont conscientisés au fait que, par exemple, la spiritualité ou l'ésotérisme sont des éléments qui ne sont pas nécessairement créatifs. Autrement dit, faut aborder ces sciences-là avec un certain détachement, si je peux dire ça. Et, euh, et ça reste que moi, j'ai quand même un constat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces choses-là qui n'avaient pas de réponse dans d'autres. Ce sont des gens qui sont dans un sillon un peu dans la frange, un peu dans la marge. Les gens s'intéressent à ces sciences-là parce que la psychologie conventionnelle ne les intéressait pas, la philosophie ne les intéressait pas. Ils ne trouvaient pas de réponse. Donc, ils ont commencé à s'intéresser à des choses un petit peu plus occultes. Et je dis ça parce que, pour faire contradistinction avec le fait qu'il y a des gens qui, je ne sais pas comment appeler ça, un jugement sévère où ils rejettent ça, puis, je ne sais pas si tu me suis. Pas du tout, non, mais j'attends, je regarde ce qui va OK, on sortir. va attendre. C'est ça. Je sais pas, mais autrement dit, Les gens qui viennent dans le supramental, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose ailleurs qui les satisfasse. C'est ça que tu me dis. oui, dans ce sens-là. Mais Mhm. même les gens qui sont dans l'ésotérisme aussi, ou dans la recherche ovni, ou dans la spiritualité, dans la méditation, c'est des gens Mhm. qui, dans les courants plus classiques, comme par exemple la philosophie ou la psychologie cartésienne, c'est des gens qui n'ont pas trouvé de réponse là-dedans. Donc, ils ont commencé à fouiller des choses dans les sciences occultes, mais en même temps, ça leur donne un certain intérêt, ils trouvent certaines réponses. Et en même temps, ça a tendance à créer des limitations. Il y a des idées très préconçues dans l'ésotérisme sur la réincarnation, sur. Je ne sais pas ce que je vais aller. Mhm. Non, mais par exemple, sur les phénomènes de réincarnation, les gens pensent que, bon, ils ont tous été Néfertiti, ils ont tous été De Gaulle, ou ils ont tous été savoir quoi. Non, il y a d'abord, faut voir ce euh, que l'âme qu'on est en train d'habiter, c'est pas la nôtre, c'est pas à nous. Parce que sinon, celui qui a une âme d'un fou, il va toute son éternité, il va passer à se réincarner dans l'âme d'un fou. Donc, il serait fou à l'éternité, il serait fou à vie, c'est abominable. Non, donc l'âme, elle n'est pas à nous. Donc, automatiquement, si ça change, on va prendre une âme de quelqu'un d'autre. Parfois, elles sont mal nettoyées, c'est un peu comme elle est mal passée au pressing. Et donc, il reste encore des traces. Et en regardant l'âme qui est dedans, on peut avoir des capacités, des sensations de quelque chose, de- des techniques. Quand vous allez demander à votre âme, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qui fait ça? Vous allez vous apercevoir que vous savez faire ça, mais que vous n'avez plus le goût de faire ça. Par exemple, vous savez faire de la menuiserie, mais vous n'avez plus le goût de travailler du bois. Ça ne vous plaît pas. Mais vous avez ce goût et vous savez le faire. Puis, comme vous le faites, parce que vous avez une utilité, vous le faites. Mais vous n'en ferez plus votre hobby. Il y a des petites choses comme ça qui feront que vous savez planter les fleurs à tel endroit, tel truc, tel moment, euh, vous avez cette connaissance, mais vous n'avez pas la sensation que euh, c'est ce que vous avez à faire dans votre vie. Donc, c'est que quelque part, c'est que vous n'avez pas quelque chose à faire dans votre vie et que c'est pas que vous n'avez pas besoin d'utiliser cette âme pour faire ça dans votre vie. Donc, il y a tout un tas de petites choses comme ça. Et donc, dans les réincarnations, vous trouvez de temps en temps des sortes de capacités,
connaissances, des perceptions qui sont assez rigolotes. Et il faut les utiliser si vous en avez besoin, mais ça ne sert à rien de vous penser que vous avez été un grand penseur, un grand athlète. C'est possible, mais ce n'était pas vous, c'était l'âme qui vient de vous habiter, c'est pas vous. Donc, on peut utiliser ces compétences-là Mm. pour notre application dans la vie sur le plan matériel. Par contre, Ouais. de se donner des titres ou essayer de savoir si on était plus important ou moins important qu'un autre, ben, c'est une forme d'identification c'est très primitif. Ouais. C'est encore un Faut moyen pas de se comparer. ouais, c'est ça, se comparer, c'est se comparer à ce qu'on n'était pas. Ouais, ouais. Autrement dit, si on était un roi dans une autre vie et que ces compétences-là servent aujourd'hui, ben, tant mieux. Mais ça ne donne Ouais. rien de se regarder Ben, dans un miroir d'une vie antérieure. on risque de déprimer parce qu'on aura une envie de pouvoir. On saura que on pouvait avoir du pouvoir, qu'on nous adulait. Maintenant, c'est fini. C'est, vous n'êtes pas là pour avoir du pouvoir, donc vous êtes là pour servir des gens, pour faire du ménage, faire de ceci, faire de cela. Et ça vous de le faire. Et puis, c'est comme ça votre vie. Ça Donc, arrive d'ailleurs. faut savoir, ouais, Des savoir. fois, des fois, on rencontre des gens qui vivent une vie relativement ordinaire au niveau matériel ou au niveau social. Ce sont des gens qui ont comme une impulsion naturelle de se faire servir ou de donner des ordres. On dirait qu'ils sont dans un pattern, un petit peu comme les gens qui faisaient partie de la noblesse ou de la royauté. Mais ils ne Mhm. sont pas du tout dans cette vie-là. Là. Je veux dire, c'est des gens qui ont un emploi très ordinaire. Ouais, qui n'ont pas envie de cuisiner parce qu'ils n'étaient pas habitués à cuisiner, ou comme tu dis, ils ont envie que ça leur tombe. Et ils ne comprennent pas pourquoi ça leur tombe pas. Ouais. Et donc, ils sont obligés toujours, sans arrêt, de faire des mouvements jusqu'au moment où ils font des mouvements. Et puis bon, ça part dans une habitude, puis ça y est, c'est passé. Il faut d'abord s'affranchir de son âme, parce que si on ne s'affranchit pas de l'âme que l'on a trouvée, c'est un peu comme pas connaître l'endroit dans sa maison. Donc, il faut savoir où sont les chiottes, il faut savoir où sont les cabines de toilette pour se laver, savoir où est la cuisine. Il faut connaître son âme. Donc, c'est bien de regarder ce que l'on a été, mais il ne faut pas en faire un outil d'objectif ou un outil de convenance pour sa vie maintenant. C'était une vie passée, c'était une mémoire, c'est pas plus qu'une mémoire. Donc, faut l'appliquer euh, comme une utilité. C'est un peu comme une mémoire où vous, vous savez compter, vous connaissez vos tables de multiplication, mais vous n'êtes pas là pour réciter vos tables de multiplication, vous êtes là pour utiliser certains chiffres pour faire votre addition. Voilà, et C'est pour comme une faire vos personne, comptes. c'est comme une personne qui a un atelier avec différents outils. Il faut connaître ce qu'on a Voilà, dans l'atelier. c'est Sinon, ça. on a des ressources qui sont insoupçonnées. Autrement dit, on ne les exploite pas, ces ressources-là, puis ils pourraient nous être Mhm. utiles. Il faut connaître l'inventaire de nos outils Ouais. qui peut servir d'opportunité. Ben, j'aimerais ça te proposer, c'est un peu mécanique, je regarde tout le temps l'heure. Là. Ben, ça fait 1 heure. Puis, Ah ouais, c'est notre premier enregistrement. Puis je trouve que ça s'est très bien passé, mais on, on s'est réchauffé très vite. Je te propose on est chaud, oui, on est chaud. on est chaud. Je te propose que, moi, pour toutes sortes de contingences d'énergie, tout ça, je te propose qu'on arrête comme ça pour aujourd'hui, puis OK. une prochaine Mhm. émission, on reprendra. Super. OK. Ben, je te remercie. Ben, ça m'a fait plaisir, Jean-Luc, puis Moi à aussi. bientôt, j'espère. OK.